je suppose bien. Donc ça veut dire que quelque part quand même, il y avait un problème entre lui et puis les autorités en place. Donc personnellement, je pense que le centre peut avoir aussi quelque part la cause des ennuis qu'aujourd'hui il connaît. D'accord. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Woba, d'abord sur le fait qu'il soit le seul à être arrêté jusqu'à présent, et puis sur la création du centre donc, qui a été à l'origine, en tout cas, de quelques soucis avec les autorités en place? Oui, Bama. En fait, moi, je crois que la somme d'informations à notre disposition actuelle est telle qu'il est très difficile de s'aventurer sur une analyse assez solide sur cette question, parce que on ne sait vraiment pas grand-chose pour le moment. Et sur la question du fait qu'il soit seul à être arrêté, il se peut qu'il soit le cerveau, celui qui a mûri l'idée, et qu'il était dans la phase où il était en train de recruter les gens pour l'accompagner dans son projet, et que bon, ces gens-là, en tout cas tel que moi j'ai compris le communiqué, ces gens apparemment ne voulaient pas s'aligner avec lui, certains sont allés le dénoncer. Et si c'est le cas aussi, il peut être seul à être arrêté pour le moment parce qu'il n'a pas encore pu constituer son équipe. On peut être encore à ce stade-là, mais il se peut que ce soit pas le cas aussi. Il se peut que ce soit le scénario de Woba. Mais rien ne dit que aussi c'est ça. Donc, on ne peut pas encore dire que voilà ce qui était prévu dans ce fameux projet de déstabilisation. Donc, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut qu'on attende qu'on puisse avoir suffisamment d'éléments, qu'on puisse communiquer davantage, surtout du côté du parquet militaire, pour qu'on puisse mieux apprécier. Concernant son centre, qui serait aussi la cause de ces malheurs, moi, je ne pense pas que les autorités en place soient aussi naïves pour croire qu'ils peuvent procéder ainsi pour museler ce monsieur ou bien museler son centre. Ce serait trop se vendre moins cher parce que ça ne peut pas prospérer. Parce qu'on n'est pas naïf dans ce pays pour se laisser embarquer dans un tel projet. Si bien que moi, sur cette perspective aussi, ne m'inspire pas grand chose. Hein. Je ne m'inscris pas aussi trop dans cette perspective. Donc, je suis beaucoup plus attentiste. J'attends de comprendre davantage pour mieux apprécier. Oui, Hyacinthe voulait réagir. Non, et pour l'instant, c'est bien le colonel Auguste Denis-Paris qui est le seul inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État. Ça veut dire que dans l'état actuel de l'enquête menée par le juge, c'est lui qui est le plus en vue, pour ne pas dire peut-être le cerveau donc, de l'affaire. Donc, le juge estime également qu'il n'y a pas de risque à ce que ceux-là qui sont entendus dans l'affaire aussi restent dehors. Sinon, ils seraient aussi arrêtés avec le CCS. Ce que je me dis, parce qu'effectivement, on a eu donc le chef d'état-major adjoint, l'ex-chef d'état-major qui a été entendu comme témoin, qui est réparti chez lui. Je pense que c'est une preuve de lui, ce qu'il peut avoir eu comme rôle dans cette affaire. Donc, s'il y a bien un qui a été, lui, entendu, retenu, inculpé et amené jusqu'à la MACA, il y a bien un lot de dossiers sur lui. Mais je pense que dans cette affaire, c'est plus le volume de communication qui n'est pas optimum. Parce qu'il faut à un moment donné, je pense que, en tout cas, c'est la meilleure formule, faire sur le fond un point de presse pour dire voilà ce qu'on sait, voilà comment il a voulu opérer, avec qui, qu'est-ce qui était prévu. Et maintenant, les gens peuvent y aller de leurs commentaires. Sinon, à l'état actuel, comme l'a dit Bama, c'est assez difficile de faire une analyse poussée, puisqu'on ne sait même pas, comme je l'ai dit, s'il s'agissait d'un coup d'État ou d'une ébullition, puisqu'on parle de déstabilisation d'un État. Oui, Bernard. Bon, effectivement, par rapport à cette situation, il se pourrait que les enquêtes aient prouvé que, pour le moment, c'est le cerveau, mais l'équipe, le noyau dur, il n'a pas eu le temps de le faire. Donc il répond seul, comme l'a dit Bama. Tout comme ça peut être à la Jean-Baptiste Boukari Lengani, où en son temps, effectivement, on a fait croire à ce monsieur-là que ça ne va pas, il faut rentrer en action, il faut entrer en mouvement. Il dit, bon, effectivement, des gens sont arrivés à le convaincre, il dit, ah, c'est possible, alors que c'était un piège. En ce moment, ça va être un remake de ce qui s'est passé, effectivement, en 89, l'affaire Henri Zongo. C'était une affaire comme ça. Ces chefs militaires de la Révolution en son temps qui avaient été mis à l'écart et qui avaient été piégés. Et pour dire que ça ne va pas, il faut vous assumer, qui avaient cru effectivement à la bonne foi de ceux qui étaient venus par rapport à cette situation, et la suite on la connaît. Auquel cas, c'est un remake effectivement de l'histoire politique, militaro-politique au Burkina Faso. Maintenant, si effectivement c'est le cerveau qui est au stade de recrutement, c'est celui qui va être arrêté. Maintenant, il appartient, c'est pourquoi j'ai dit le communiqué ne nous donne pas assez d'informations. C'était de nous dire clairement
à l'étape actuelle des choses, c'était une affaire, un projet, mais c'est le seul cerveau qui a, voilà les indices. Ou bien, si son noyau a été également mis en place, c'est également dit que bon, les auditions continuent. Ils ont dit qu'ils ont entendu d'autres personnes, mais le communiqué ne précise pas. Alors qu'il y a des sources qui disent qu'il y a d'autres personnes qui ont été entendues, mais il n'y a pas de précision dans ce communiqué. Ne serait-ce que dit des personnes, d'autres personnalités, ou bien d'autres personnes ont été entendues. Ça, le communiqué ne précise pas ça. Vous avez des sources pourtant qui vous disent qu'il y a d'autres personnes qui ont été entendues. On n'en sait vraiment pas davantage. Et ce qui fait que nous sommes, quoi qu'il en soit, dans une situation de ce que je pourrais appeler d'analyse fiction. À part ces éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer effectivement par rapport à cela. Sauf à dire que l'environnement sociopolitique est compliqué, c'est assez tendu, mais aujourd'hui, en l'étape actuelle des choses, penser qu'une telle opération, une opération de déstabilisation au niveau du Burkina, c'est quelque chose qui peut se réaliser en un coup de... En un temps record, c'est pas aussi aisé, compte tenu de la situation et compte tenu d'un certain nombre de choses. Mais tout cela également revient à dire qu'il y a un certain nombre d'indices qui peuvent effectivement inciter des gens à vouloir faire quoi que ce soit. Ça, ces indices-là sont là. Au niveau de l'armée, vous avez également des officiers, des militaires qui ont été nourris à la sève politique et idéologique. Ça également, qui ont été formés sous la Révolution. Auguste Denis Bari fait partie de ceux qui ont été formés. Serge Alain, les deux bâtonneux, Jules et Omer, plus plusieurs autres personnalités de l'armée ont été formées sous le CNR et même pendant le Front populaire à la chose politique et idéologique. Donc la dépolitisation de l'armée va prendre un certain temps parce qu'il y a une bonne génération qui est formée à la chose politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des éléments sur lesquels certains peuvent utiliser pour pouvoir enclencher une opération? Là, il faut vraiment être très courageux et c'est pas aussi évident. Effectivement, par rapport au centre. Si le centre pose un problème, je pense que on a une législation, on a des lois en la matière. Si c'est avéré, bon, pourquoi ne pas mettre en branle la loi si réellement c'est le centre qui dérange. La création du centre n'a pas été effectivement facile, mais pouvoir utiliser cela pour faire ce genre de scénario-là juste pour casser Auguste Denis Bari, en ce moment on pourrait avoir également des scénaristes au niveau du gouvernement, et donc peut-être le Burkina peut prétendre aux prochains Oscars. Quoi. Oui, Bama d'abord. Juste un dernier mot sur ce, en tout cas de ma part, pour souhaiter que le tribunal militaire ne nous embarque pas encore dans une procédure comme celle de 2015 qui va prendre encore des années. 2 ans après, on ne sait même pas encore où on va. Vraiment. Espérons que dans ce cas-là, ils vont vraiment aller vite en besogne et puis nous situer sur cette affaire. On ne va pas encore nous embarquer pour des années sans qu'on puisse avancer. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'inculpés pour le moment. Voilà. Oui, très rapidement. On est peut-être mal parti si l'espoir de Bama, c'est que l'affaire soit le plus tôt jugée. Parce qu'on est justement dans le piétinement. Aujourd'hui, vous trouvez qu'on est peut-être dans des projections. C'est une aventure d'imaginer des hypothèses possibles. Mais tant que ce sujet, il faut en parler, vous ne pouvez que faire des analyses ou alors vous ne touchez pas au sujet. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucun élément concret là-dessus. Et il y a des hypothèses qui sont possibles. Voilà. Moi, des informations qui circulent disent quoi? Que le coup devait avoir lieu en fin d'année. 30 ou 31 décembre. Mais comment est-ce qu'au 30-31 décembre, pour quelqu'un qu'on a arrêté le 29, on va dire encore que c'est un projet, qu'il était en train de contacter des gens qui n'ont pas mordu à la maison? Non, ce n'est pas le 29-30-31 que vous allez toucher des gens pour faire un coup en fin d'année. Ça ne marche pas, c'est de la folie. Donc si réellement le coup était préparé pour la fin d'année, pour 30 ou 31 décembre, c'est que le réseau était là. Il avait des personnes. Mais ces personnes-là, il faut les arrêter. Donc, sérieusement, disons, on s'en remet tous à la justice militaire. Nous qui sommes ici, nous n'avons pas une vérité de palais. Donc, on s'en remet à la justice militaire pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est un dossier suffisamment gravissime. Il est question de déstabilisation. Personne aujourd'hui ne s'attendait à une telle situation. On a d'autres défis, le défi sécurité qui est là, et on croit que toutes les énergies étaient centrées vers ce défi-là, et il se trouve qu'à l'intérieur même, il puisse y avoir des personnes qui pensent à remettre en cause les institutions en place, mais c'est inadmissible. Donc si on a une affaire comme celle-là, c'est une affaire urgente, à la limite c'est une affaire de flagrant délit, tel qu'ils disent, vous avez des éléments matériels, donc il faut tout de suite faire la lumière sur ce dossier.
On ne va pas continuer à entasser des dossiers. Oui, très rapidement, Oui, Bernard. très rapidement, effectivement. Mais, effectivement, vous avez des gens qui disent qu'il y a deux issues possibles. Soit l'allumage du putsch en même temps, ou bien qui passe par également la rue, auquel cas ça prendrait du temps, mais il y avait une date de déclenchement effectivement de cette opération. Et là, effectivement, il faudra, c'est en ce moment qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que si les opérations devraient commencer le 30 déjà, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont impliqués jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et là, effectivement, on n'est pas situé, on n'est vraiment pas situé. D'accord. Alors, une question un peu plus générale. Est-ce qu'au Burkina Faso, aujourd'hui, on peut encore penser qu'on peut faire un coup d'État ou en tout cas déstabiliser le Burkina par l'armée ou bien par la force au regard de ce qui s'est passé en 2015? Bon, là, je pense que ça dit tout dépend de la stratégie qui a été bâtie en place. À l'égyptienne, vous avez vu comment les frères musulmans ont été mis out par l'armée sous le magistère de Al-Sisi. Et à la fin, tout le monde, il y en a qui disent c'est un coup d'État, d'autres disent non, c'était pas un coup d'État, c'était un soulèvement qui a dit les frères musulmans, allez-y à la maison parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, donc, je parle d'un coup de force clair et net, sans participation en tout cas de la population. Le 16 septembre 2015 a édifié les gens que c'est une entreprise sans issue. Mais je pense que chacun se dit, pour moi, c'est la bonne. C'est l'erreur que commet tous ceux-là qui ont ce genre de projet. Ils se disent, ouais, c'est pas parce que l'autre a échoué que pour moi, si j'ajoute ça et ça et ça, tirant leçon de l'autre justement, pour moi ça va marcher. Et c'est ça l'erreur qui est, comme on le dit, la vanité c'est l'un des pires péchés de l'être humain. Donc il se dit pour moi c'est la bonne. Ok, oui. Moi, je crois que sur cette question, le facteur déterminant, c'est le contexte social du moment où on fait ce coup d'État-là. Un pouvoir qui est en place, qui ne fait pas l'affaire de son peuple, un coup d'État vient, il le balaie, puis il n'y a rien. Si le pouvoir commence à rentrer dans les dérives, au point où on ne le supporte plus, l'opinion le vomit, mais un coup d'État le balaie, puis il n'y a rien, il passe, il n'y a pas de souci. Même au temps où les coups d'État étaient à la mode, il y a des coups d'État qui n'ont pas marché, tout simplement parce que ce n'était pas favorable, le contexte ne s'y prêtait pas. Mais si le contexte se prête, on fait un coup d'État et puis ça passe, je pense. Oui, Oba plutôt. Oui, bon, ce que Bama est en train de dire, c'est l'idée des coups d'État salvateurs, où vous êtes dans une situation d'impasse et puis un monsieur surgit et puis met tout le monde voilà, à sa place. C'est un débat hein, qui continue. Mais moi, je pense qu'au Burkina, véritablement, on a fait une option. Voilà. Si vous décidez de faire un coup d'État, je ne sais pas qui peut le penser. Moi, je pensais que quelqu'un ne va pas y penser. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui y pensent. Alors, s'ils veulent le faire, qu'ils aillent jusqu'au bout. Si on les prend, la sanction elle est claire. Voilà. Les auteurs du 15 ou du 16 septembre, ils vont payer pour leurs actes tant que le tribunal va trancher. Ceux qui ont été arrêtés le 29, si c'est avéré, ils vont payer pour ça. Voilà. Donc, pour moi, personnellement, je ne m'attends pas à des situations pareilles. Mais enfin, s'il y a des gens qui y pensent, la République a tout prévu. Hein. Voilà. Il y a des récompenses, il y a des... on peut vous sanctionner de toutes les manières, donc vous agissez mal, vous payez. Et puis les gens regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe, on nous a dit que ce n'est pas un coup d'État. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, des gens peuvent être dans des situations où on imagine tout, on essaie de jouer avec les termes, avec les méthodes, avec les stratégies, on vous dira que ce n'est pas un coup d'État, mais puisqu'on parle d'inciter des gens à un certain soulèvement, voilà, et après quelqu'un va venir dire qu'il est la solution. D'accord. Ben, en tout cas, merci en tout cas pour vos analyses sur ce sujet. On va progresser hein, dans ce débat et puis parler d'un tout autre sujet. Actuellement, il s'agit donc du message du président du Faso à l'occasion donc du Nouvel An, message adressé le 31. Alors, dans la soirée, c'est un message que vous avez suivi. Alors, quelle analyse vous faites donc de ce que le chef de l'État a dit au peuple burkinabé? Bama. C'est un message comme tous les messages qu'on a toujours vu en fin d'année depuis peut-être combien d'années, 30 ou bien 40 ans au Burkina. Ce message ne déroge pas à cette règle-là. C'est le même message de Blaise Compaoré qu'on a toujours réchauffé. Et puis bon, nous c'est à chaque fin d'année. Et c'est ce qui est dommage, moi en tout cas à mon sens, quand j'ai écouté ce message, comme tous les autres d'ailleurs, je ne vois pas la marque de Burkina Nouveau dans ce message-là. Le président Kaboré
ne déroge pas à la tradition des messages de fin d'année qui sont fades, sans contenu réel pour le peuple qui aspire au changement. Quand je lis ce message, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau dedans. C'est comme ce que Blaise Compaoré nous servait chaque fin d'année depuis qu'il était au pouvoir. Le président Kaboré, il dit il ne peut pas faire en 2 ans ce qui n'a pas pu être fait en 57 ans. Qui lui a demandé de faire en 2 ans qui n'a pas été fait en 57 ans? Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un au Burkina qui a demandé ça. Personne ne l'a demandé. C'est des fuites en avant. Or, après l'insurrection, on ne voulait pas ce genre de président au Burkina. On voulait un président qui allait venir pour faire un changement. Non pas pour venir dire ce qu'on savait déjà, ce que tout le monde a fait avant lui. Voilà ce que moi je déplore dans ce message. Et concernant l'incivisme, le président, il est comme désemparé, il n'a pas de solution pour faire face à ça. C'est ce que Blaise Compaoré disait par rapport à ça que lui aussi vient de dire. Pourtant, il nous avait dit qu'en venant, il avait les solutions. Donc, sur tous les points qu'il a abordés, moi je ne vois vraiment pas en quoi je peux être rassuré qu'on peut compter sur ce pouvoir-là pour que ce Burkina puisse avancer. Je n'ai rien vu dans ce message, je l'ai lu, relu, je n'ai rien vu. Il parle en début de message, il a commencé par citer quelques réalisations. Il parle de construction de routes, de construction d'écoles, je crois, de santé qu'il aurait amené. Mais tout ça, moi, je ne vois pas en quoi on peut s'enorgueillir parce que sous Blaise Compaoré, on construisait des routes, on construisait des écoles. Qu'est-ce que lui, il a fait de nouveau quand il est arrivé? Les écoles supérieures, il avait dit qu'il allait les éradiquer, ça est toujours là. Moi, je ne voulais pas un président qui va venir pour dire qu'il fait exactement ce que Blaise Compaoré faisait. Si c'était le cas, Blaise Compaoré était encore là et puis on continue avec lui. Voilà tout le problème avec ce message-là. Moi, je veux un message qui va venir pour nous donner de l'espoir. Mais ce message, c'est le message de Blaise Compaoré, tout simplement. Voilà ce que moi je peux dire sur ça. D'accord. Alors, ça, c'est votre analyse. Est-ce qu'elle est partagée, Yacine? Alors, il y a eu des points assez particuliers, j'allais dire, concernant les revendications, en tout cas des travailleurs de la fonction publique, par exemple. Le président qui dit qu'on ne peut plus aller au cas par cas pour résoudre les revendications, en tout cas, qui sont posées sur la table et qu'il va falloir faire une réforme, en tout cas, du système de rémunération des agents publics. Oui, sur le plan de la forme, je suis d'accord avec Ladi Bama qu'on est toujours dans un format qu'il faut changer, mais c'était peut-être là le travail des communicants de la présidence de Faso, parce que c'est un format qui est maintenant vieux aujourd'hui en 2018, donc il faut véritablement changer le format des messages à la nation d'une manière générale du président de Faso. Mais dans la forme, dans le fond plutôt, je pense qu'il y a des éléments. Il y a des éléments parce que dans ce genre de message, on attend surtout que le président donne sa vision, les perspectives et un agenda. Je pense qu'il y a eu ces éléments-là dans le discours du chef de l'État, notamment, vous l'avez dit, sur le plan de la grogne sociale, où il a donc promis déjà la mise en place du Haut Conseil du dialogue social, mais également la réforme du système de rémunération, qui est donc un des points sur lesquels il y avait débat en début d'année. Il y a aussi, dans certains secteurs, la santé avec l'assurance maladie universelle, la mise en place du régime d'assurance maladie universelle. Sur le plan de la sécurité, il a tiré donc les sons du forum de la sécurité, des recommandations à faire, mais également de belles annonces comme pour moi le forum de la diaspora dans le premier semestre. C'est autant d'agendas sur lesquels donc il faut maintenant juger les actions du gouvernement. Je pense que ça donne une vision claire de ce que le chef de l'État entend mettre en branle en 2018, et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de discours. Il est difficile aussi de faire le tout, mais pour moi, il y a certains aspects qui ont peut-être manqué. Pour moi, c'est surtout sur le volet économique. Étant donné qu'il y a toujours le débat sur la rocosité ambiante, il fallait qu'on ait en tout cas une vision, une impulsion de la volonté du chef d'État dans la relance économique. Et il y a aussi le fameux PPP qui arrive à terme à ce début d'année. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. On va mettre fin au PPP, on va passer à un nouveau système, on va rebeloter. Vraiment, il fallait que le chef de l'État nous donne un point de vue sur cet aspect. Et je pense qu'il y a aussi, en fin d'année, il y a eu ce sondage-là du Présimètre qui a, lui, donné une note de 4,7. C'est-à-dire que c'est un élève qui n'a pas eu la moyenne. Qu'est-ce que l'élève pense de cette note? Est-ce qu'il pense qu'il la mérite? Est-ce qu'il fallait aussi qu'il puisse, à un moment donné, à ce point de vue? Autant de points, bien sûr, j'imagine,
le jeu qu'il faut faire dans ce genre de discours pour brasser tout et surtout donner de grandes lignes, comme je l'ai dit. Mais dans l'ensemble, je pense que dans le fond, en tout cas, il a touché les différents aspects sur lesquels on l'attendait le plus, notamment la gouvernance sociale, la sécurité, la santé. Mais il est aussi resté assez direct, sans grande formule. Je pense que ce n'est pas son style et il a évité donc d'aller sur cet aspect-là. Ok, oui, Bernard, quelle est votre analyse de ce message? Merci. La forme n'a pas changé. La forme n'a pas changé. C'est un président qui est sur un pupitre, qui fixe une caméra, qui lit un texte, avec une tête qui bouge légèrement, puis c'est tout. Là, c'est vraiment du Blaise avec le même ton, la même diction, et puis bon, voilà. Et puis, ajouter à la personnalité du président, pondérer dans ses propos, pas assez de mots plus élevés que l'autre. Et donc, sinon, dans le fond, en tout cas, il y a un changement, il y a un minimum de changement. Le temps qui change, des sujets maintenant qui sont touchés par rapport à la justice. En son temps, il n'en parlait pas au nom de la séparation des pouvoirs. Mais cette fois-ci, l'interpellation de cet univers de la justice est faite de façon stratégique. Le président rappelle que la soif des Burkinabés, voilà, il faut vite élaguer ces dossiers-là. De façon subtile, cet autre pouvoir de la République est interpellé à travers ce message-là. Mais quand on regarde également, il y a un agenda. Il y a un agenda, un minimum d'agenda d'activité là-dedans. Et très rapidement, le premier conseil des ministres met sur pied le Haut Conseil du dialogue social, qui avait été déjà, j'en avais parlé depuis avril, et puis depuis, silence radio. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que ce qui était attendu depuis longtemps, c'est maintenant que le président en parle par rapport à la gestion au cas par cas. Nous tous, nous posons la question, quand est-ce que ça va prendre fin et comment est-ce que ça va se gérer? Parce qu'à un moment donné, la machine allait se gripper. Ça, au moins, c'est sûr. Et maintenant, le président dit, on ne peut plus. Alors, trop tard ou trop tôt, effectivement, comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est la grosse interrogation. Sinon, il y a un agenda avec un timing, premier trimestre, dès février et tout. Ça, quand même, ça tranche avec l'ancienne façon de faire. Il y a un minimum de contenu là-dedans. Malheureusement également, l'autre aspect, l'autre faiblesse des discours de fin d'année dans nos pays, c'est que les présidents veulent brasser large. Les présidents veulent évoquer tous les sujets dans un temps d'intervention limité. Donc, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller au fond. Vous ne pouvez pas aller au fond sur un certain nombre de choses. Sur la question sécuritaire, le président est obligé de faire appel au G5 Sahel et d'évoquer la loi programmatique militaire là pour pouvoir dire que ça va bouger, les lignes vont bouger. Et puis passer à autre chose. Rappelez qu'effectivement, nous sommes dans il y a un incivisme prégnant, mais de rappeler qu'il n'est pas normal également que les Burkinabés partent se liguer avec les ennemis du Burkina pour revenir taper les Burkinabés, même si on ne s'entend pas. Bon, bref. Vous avez un message, c'est une tradition à laquelle le président a sacrifié. Maintenant, ce qui pourrait donner plus de contenu dans cette affaire-là, je pense que c'est aux communicants de travailler sur les éléments de fond et surtout sur les éléments de forme pour pouvoir trancher avec l'ancienne façon de servir ce discours. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra faire la différence. Mais au final, on sent un roc qui, au fil des discours, commence quand même à trancher dans le ton. Pour pouvoir, mais l'homme n'arrive pas à quitter son carcan traditionnel d'homme pondéré et tout, ce qui fait, je me dis que c'est ce qui fait que parfois, même quand il y a des choses à dire, lui il trouve une formule pour policer cela, bon, comme s'il s'adressait à des diplomates. Non, vous vous adressez à des Burkinabés. Voilà. Donc je pense que par rapport à l'incivisme, moi je m'attendais par exemple à ce que des instructions fermes soient données à ces entités qui règlent la question de l'incivisme. Il y a des gens qui sont là pour ça. Vous avez une police nationale, vous avez une police municipale pour les questions de l'incivisme routier, l'incivisme ici. Il faut mettre en branle cette machine-là plutôt que d'interpeller la conscience des Burkinabés, alors qu'on a tout un mécanisme qui peut permettre effectivement de régler ce problème-là. D'accord, oui, Ouba. Non, moi, personnellement, je ne sais pas s'il faut dire que je suis dessus du discours. Je crois que non, parce que c'est un discours dont il ne faut pas s'attendre à plus. C'est un discours traditionnel. Et on a l'impression, je pourrais dire qu'on a deux discours statutaires dans l'année. C'est le 11 décembre à l'occasion de la fête nationale et c'est le 31 décembre à l'occasion du Nouvel An. Et donc le président fait ces discours-là. Chaque année, on attend ces deux discours. Mais moi, ce n'est pas ces discours-là que j'attends du chef de l'État. J'attends qu'un 5 mai, un 4 avril, un 6 juin, un matin seulement, le président se lève
on dit le président s'adresse à la nation. C'est ça, moi j'attends comme message à la nation. Parce que là, on prend la parole parce qu'il y a un sujet qui commande qu'on s'adresse aux Burkinabés. Mais quand le président ne prend la parole pour s'adresser à la nation que le 11 décembre, à l'occasion de la fête nationale, que le 31 décembre, à l'occasion de la fête du Nouvel An, mais c'est les jours de fête on nous parle. Mais non, on ne règle pas les problèmes les jours de fête. Et on ne cale pas un discours à l'avant, on sait que le 11 décembre on va faire un discours, le 31 décembre on va faire un discours, et on attend ces jours-là pour régler les problèmes des Burkinabés. Encore que quand vous regardez, justement, ces discours-là ne peuvent pas avoir de contenu. Le 11 décembre, la même personne vous fait un discours. Le 31 décembre, vous fait un discours. C'est 20 jours après. Donc, l'année qui a 12 mois là, dans le même mois, la personne vous fait 2 discours. Alors qu'il a passé donc 11 mois sans s'adresser à vous. Mais il y a problème. Donc, le discours du 11 décembre et du 31 décembre, moi, je n'attends rien de ça. Le 11 décembre, c'est pour nous dire... véritablement, on commémore voilà, la République et c'est important que je prenne la parole aujourd'hui. Ça peut s'arrêter à ça même. Le 31 décembre, là, c'est pour vous dire, je vous souhaite que 2018 là, soit encore meilleur. C'est tout. C'est pour nous souhaiter les meilleurs vœux. Et s'il veut au passage, il fait un petit bilan de ce qu'il a pu faire et de ce qu'il va faire dans les années à venir. Mais ce n'est pas pour régler les problèmes. Moi, je n'attends pas grand-chose de ces discours. Donc, le président doit inscrire une tradition qui est que chaque fois que de besoin, il prend la parole, quand il veut et comme il veut. Et je crois que la télévision nationale là, est là au moins pour ça, pour lui. Tous les jours, il peut venir parler ici. Donc n'attendez pas mois de décembre. Non, ça, ce n'est pas une immixtion. La télé nationale là, est là pour ça au moins. N'attendez pas décembre pour s'adresser aux concitoyens et aux concitoyennes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et si ça doit rester, au moins que le discours du 11 décembre, là, on peut même renvoyer ça au 5 août. Ce n'est pas parce qu'on ne célèbre plus le 5 août là, que le 5 août là doit passer comme ça, temps mort. On peut faire le discours à la nation le 5 août, qui est la date de l'indépendance. Et le 11 décembre là, on fait la fête. Parce que quand on fait le discours le jour de la fête là, personne n'écoute votre discours. Le 5 août, les gens sont là, ils ne sont pas stressés, il n'y a rien du tout. Et le président s'adresse à la nation. On fait le discours. Le 11 décembre là, il peut faire un message même écrit. Et puis on part faire la fête là où on veut. Donc franchement, ce discours, je ne suis pas surpris que... Voilà. Oui, mais et concernant le fond, parce qu'il y a eu quand même des annonces, on parle d'opérationnalisation, par exemple, du vote de Burkinabé de l'étranger, c'est quelque chose d'important pour... Oui, ça c'est des sujets importants qu'il faut même enlever carrément du discours du chef de l'État et nous convoquer la prochaine fois, on va venir parler de ça. Le vote de Burkinabé de l'étranger, c'est un dossier. La question de la mise à plat ou bien la réforme du système de rémunération des Burkinabés, c'est un dossier et ça c'est véritablement l'annonce justement de ce discours-là. Et la mise en place du Haut Conseil du dialogue social qui risque aussi de créer encore beaucoup de débats dans ce pays, c'est un autre sujet. Donc ça, effectivement, je le concède à l'intérieur du discours, ces éléments-là justement retiennent notre attention. Et on ne peut pas, au passage, dans l'analyse du discours, vouloir s'établir sur ça. Donc, ça nécessite qu'on ait d'autres occasions pour en parler. D'accord, oui. Yacine, vous voulez réagir? Non, juste sur le plan des sorties du président, je pense qu'il y a eu, à l'occasion de la commémoration de l'insurrection populaire, un message à la nation. Et également, après les attentats de Ouagadougou, il y a eu un message. Bon, maintenant... c'est un débat de savoir est-ce que le chef de l'État doit faire à chaque fois, parce qu'il y a quand même un caractère assez solennel à ce genre de sortie, parce que ça marque un événement. Maintenant, jusqu'à quel stade il faudra, dans le protocole ou même dans la charte des communicateurs de la présidence, définir quel genre d'événement nécessite une sortie du président, une sortie officielle de ce genre, parce que ce que l'on n'imagine pas, c'est que dans certaines contrées du Burkina Faso, lorsque le programme, notamment de la TV, s'interrompt comme ça en plein 20h et qu'il y a l'hymne national, c'est un événement. Et donc, le plus souvent, lorsqu'on s'y attend, il n'y a pas de problème. Mais si vous interrompez le programme de la TV, un jour classique aussi, parce que le président a fait une émission sur le plateau de la TV, vous faites un message. Vous l'avez dit vous-même, mais ce n'est pas une émission, parce que c'est... Pour moi, c'est une émission. S'il vient juste dire, je veux parler... Il en a le droit, et la télévision, comme Bama Woba l'a dit, est là pour ça, je crois. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Alors, juste sur ce point, je pense que c'est assez pertinent. Il faut éventuellement formaliser ce genre de sortie pour permettre aussi, au cas par cas,
de pouvoir se prononcer sur certains sujets. Parce que là, comme on l'a dit, il y a bien beaucoup de dossiers qui sont assez pertinents sur l'année 2018. Peut-être à chaque stade maintenant de l'évolution de ces dossiers-là, il faudrait qu'on ait une sortie sur le chef d'État, exclusivement sur le dossier, notamment par exemple sur le cas de la diaspora, l'occasion du forum de la diaspora, si on a une sortie du chef d'État sur ce qu'il attend en termes de vote de la diaspora, mais aussi de contribution de la diaspora dans le développement de Burkina, c'est intéressant à donc analyser. Voilà ce que je voulais juste ajouter à l'intervention de vous. D'accord. Alors, on va le dire, hein, le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, s'est également adressé à la nation à travers un discours, ce qui est nouveau, je crois. Hein. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu ce message. Quelle analyse vous en faites? Oui, Bernard. D'abord, dans la forme, c'est effectivement, c'est du nouveau. En général, c'est à travers un message de vœux écrit ou bien une sortie médiatique après en janvier que l'opposition, à travers son chef, présente ses vœux au Burkinabé. Cette fois-ci, le chef de file de l'opposition également a sacrifié, ou du moins, en tout cas a sacrifié à la tradition de vœux, mais d'une autre façon. Je pense que c'est de la nouveauté. Mais bon, compte tenu du contexte, est-ce que Diabré également pouvait manquer cette occasion de refaire surface? Parce que, quoi qu'il en soit, Diabré avait disparu également des radars. Le dernier sondage du CGD également a révélé que l'opinion burkinabé est déçue également de l'opposition et du pouvoir. Ils ont presque la même note. Les deux ont presque la même note. Donc, chacun doit se dire qu'il faut que je mouille le maillot. Donc, ça veut dire que la déception du Burkinabé, c'est vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble, que ce soit son opposition ou que ce soit sa majorité. Et donc, de ce point de vue, Diabré ne pouvait pas manquer pareilles circonstances pour pouvoir rebondir, surtout qu'il savait que quelques jours après, il devait être entendu à la gendarmerie dans le cadre on va en venir. Voilà, de sa plainte. Donc, je pense que dans la forme, politiquement, il a su trouver une occasion pour revenir à la surface et de la plus forte des manières. Donc, souhaiter également au Burkinabé bonne année, comme on le dit dans le jargon. Voilà, donc dans la forme déjà, c'est ce que je note. Et bon, on pourra dire quoi? C'est à son honneur, parce qu'un homme politique aussi également, c'est la visibilité, c'est des grands rendez-vous. Il ne faut pas manquer également de vous adresser à vos citoyens. Donc, ce qu'on attend après ce discours-là, c'est une opposition qui fasse mieux que ce que nous avons vu, effectivement, en 2017. Pas pour faire de l'agitation politique, mais pour faire, effectivement, jouer le rôle de ce qu'on pourrait attendre d'une opposition républicaine, comme d'ailleurs, il se réclame d'être un opposant républicain. Oui, Ouoba. Comme vous l'avez dit, c'est nouveau. C'est bien, je n'ai pas véritablement une appréciation particulière par rapport à ça. Personnellement, je n'ai pas été, quand il devait faire sa déclaration, j'ai écouté ça à la radio. Je ne sais pas si c'est la radio où j'ai écouté ça, qui dans le montage a un peu fait un montage peut-être qui ne m'a pas plu. Le débit était trop rapproché. Donc de ce point de vue, dans la forme, je ne sais pas s'il l'a prononcé comme tel ou bien si c'est le montage de la radio qui a donné un son où le débit était très rapproché. Sinon, dans le contenu, pour ce que j'ai pu retenir, ce n'est pas en tant que tel lui son bilan. Il fait un discours où c'est le bilan du chef de l'État qui ressort. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on voit ça. Voilà. Parce qu'à l'occasion du Nouvel An, c'est bon peut-être de faire beaucoup plus le bilan de l'opposition que de faire le bilan du chef de l'État. Parce que le chef de l'État aussi est chargé de faire lui son bilan. Et lui aussi, en tant que chef de file de l'opposition, il a un mandat. Il y a des attentes vis-à-vis de lui. Et donc, à la fin de l'année, il doit beaucoup plus mettre l'accent sur lui son bilan que sur le bilan du chef de l'État par rapport aux défis qui se sont posés à nous. Quelle a été, lui, son action sur la question de l'insécurité là? Quel a été le rôle de l'opposition politique, du CEFOP, pour faire face à la question sécuritaire? Est-ce qu'il y a eu des propositions qu'ils ont faites? Est-ce qu'il y a eu des sorties terrain? Quelle action du chef de file de l'opposition par rapport à la relance économique? Est-ce que l'opposition a des propositions? Qu'est-ce que l'opposition a fait? Ce n'est pas critiquer tout simplement ce qui a été fait par le pouvoir, parce que ça, ils le font tous les jours. Voilà. Oui, Bama, un mot sur cette sortie. Oui, cette sortie de l'opposition, moi je crois qu'il
ils ont estimé qu'il y avait une occasion de communiquer aussi, de se faire entendre, ils l'ont saisi et puis bon, ils ont fait passer leur message. Mais moi, je pense que c'est un message qui était peut-être enfin, attendu de quelque façon par les autorités, les Burkinabés, j'allais dire, parce que l'opposition, ils n'ont pas notre destinée en main, ce n'est pas eux qui gouvernent le pays, on n'attend pas grand-chose d'eux, surtout en termes d'impact sur notre vie au quotidien. Ceux qui ont en main notre destinée, c'est le pouvoir, les autorités qui sont en place, et c'est eux leur message qui était beaucoup plus attendu. Maintenant que eux, dans leur message, bon, pour moi, je n'ai pas eu grand-chose. Quand j'écoute l'opposition, bon, je peux au moins me consoler avec ça quand j'entends que ils sont assez, enfin, ils sont beaucoup plus critiques sur ce que nous vivons au quotidien. Ils ressortent en tout cas, ils mettent le curseur sur notre vécu quotidien. Ils sont beaucoup plus proches de la réalité que ce que on lit dans le message du pouvoir, parce que sur la question cruciale comme l'insécurité, l'incivisme et tout ça, ils disent ce qu'on vit au quotidien. C'est ça la réalité. Maintenant, le pouvoir, ils ont évité, le président il a évité de toucher à ces questions-là, parce que véritablement, il n'a rien à dire. Il n'a rien à présenter comme bilan sur, par exemple, les grandes questions, l'incivisme, la corruption, où il a fait des promesses avant de venir au pouvoir. Il n'a rien pu faire sur ces questions-là. Il n'y a que sur le Fonds social qu'il a pu faire passer le message de la mise en place des rémunérations. Mais ça, cette façon de faire, est-ce que ça va prospérer? Je ne suis pas très sûr, on attend de voir. Donc voilà ce que moi je peux dire sur cette question de l'opposition. Oui, Hyacinthe. Je pense qu'il y a deux personnages et deux camps différents. Vous avez le chef de l'État donc, qui fait un tableau, on est en fin d'année, il fait un tableau blanc, d'une manière générale plein d'espoir, avec juste quelques taches grises dessus, sur les attaques, sur les multiples grèves. Et vous avez de l'autre côté un chef de file de l'opposition qui fait un tableau tout noir de la situation. C'est tout à fait, pour moi, de son angle, tout à fait logique, puisque tout va mal. Il a même dit c'était un pays yada yada où tout va reculons. Je pense que on ne peut pas attendre grand-chose d'une telle sortie du chef de file de l'opposition, qu'il faut saluer, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une première, c'est aussi à saluer. Et donc, pour moi, il fallait aussi aller plus loin que de revenir sur ce que tout le monde savait. Et même dans le fond, je trouve qu'il a manqué aussi d'originalité, notamment sur vous savez qu'on est très friand sur ces genres de sorties des petits termes qui restent. Dans tout ce discours, il n'y en a pas. Parce que le seul truc qui reste, c'est vraiment ce pays yada yada, mais qui a été hésité le plus souvent et qui n'est pas de lui. Et je pense qu'il aurait pu, en tout cas, nous sortir un mot qui allait alimenter 2018 avec ça, pour résumer un peu l'année 2017 sous Roch. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, il a brassé les différents aspects. Tout ce qui ne va pas au Burkina, le docteur Zéphira Diabré a fait un diagnostic assez inquiétant. Et donc, il a aussi... il s'est fait... Ce n'est pas son rôle de prescrire, puisque ce n'est pas lui qui tient le pouvoir. Il critique, il donne le diagnostic. Il dit, voilà, mais là, l'ordonnance est en roc de la prescrire. Et donc, il dit, voilà, vous avez choisi Et puis, il s'est mis aussi dans le style, dans la peau des Burkinabés, en se posant des questions que les Burkinabés se posent. Qu'est-ce qui arrive donc à notre pays sur certains plans assez grossiers, comme la sécurité, la politique, la gouvernance sociale, l'incivisme. Et je pense que cette sortie, en tout cas, a le mérite d'avoir été. Et je pense qu'il y a aussi, le point que je retiens, c'est cette attaque sur les deux ministres, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, qui, voilà, c'est dans le commun, on en parle, mais lui, il a mis noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on se dit que le problème aujourd'hui, il a bien fait avec des formules. Ce n'est pas les hommes qui sont donc sur le terrain, qui ont, avec le peu de moyens qu'ils ont, qui se battent, comme nos ancêtres donc, le faisaient, face à l'ennemi qui est parfois invisible. Mais le problème, c'est ceux-là qui impulsent la dynamique, notamment les deux ministres, donc à travers eux aussi le chef de l'État. Donc je pense que dans l'un dans l'autre, la sortie de Zef ressemble à sa position, le chef de file opposition. Mais je me demande en même temps, Sayon, si Zef aussi fait ce genre de sortie, comme Roch, comme l'a dit Woba, donc, et s'il venait à la RTB, quelle sera
la réponse qu'on lui donnerait s'il venait pour faire un discours à la nation à la RTV. Bon, ça c'est peut-être voilà, aux responsables de la RTV qui prendront cette décision. Moi ici, simple agent, on va rester donc sur ce que votre conclusion, hein, parce que Zéphirin Diabré justement a posé une plainte contre Simon Compaoré, donc dans le cadre de cette vidéo qui a circulé entre-temps sur les réseaux sociaux. Alors Zéphirin Diabré porte plainte contre le ministre de la Sécurité pour détention illégale d'armes. Zéphirin Diabré qui a été entendu alors, le 2 janvier par la gendarmerie dans le cadre de sa plainte. Alors, comment donc vous trouvez cette plainte de Zéphirin? Woba. Et pardon, Bama. Ben, moi, je crois que c'est une bonne chose que de vouloir se tourner vers la justice chaque fois qu'on sent qu'on a besoin d'aller vers elle, parce qu'elle est là pour ça. Tout citoyen qui estime qu'à un moment donné, il est face à une situation qui l'oblige à demander à la justice de statuer sur ce qui se passe, à ce réflexe-là, moi je crois que c'est toujours à saluer. Donc de ce point de vue-là, cette plainte, elle a été bien inspirée. Maintenant, c'est un problème qui certainement préoccupe le CEFOP, Zéphirin Diabré, ses oies, comme on dit, et ils veulent qu'on puisse statuer dessus. C'est à la justice, en tout cas, de juger de la nécessité de statuer ou pas. Maintenant, si la justice a estimé que, bon, elle retient le dossier pour dire le droit dessus, ben, on ne peut qu'attendre le droit sur ce dossier-là. Maintenant, j'ai entendu dire que Zéphirin, il aurait dû faire autre chose que de s'attarder sur ces détails et tout ça. C'était pas urgent. Moi, je pense que non. Souvent, on s'amuse à des choses, on banalise certaines choses qui sont pourtant importantes. Et ce qui s'est passé, tout le monde a pu constater comment cette vidéo a ému l'opinion. Et si la justice peut dire un mot dessus, en tout cas, je pense que ça va permettre aux uns et aux autres d'être rassurés et que, bon, la paix sociale puisse en tout cas être renforcée à partir de cette décision éventuelle de justice. Mais est-ce qu'elle peut aboutir, cette plainte, Woba? Ce qui est important, c'est de voir comment elle va se comporter devant la justice. Si elle a, parce que aboutir, c'est quoi? Aboutir, c'est être jugé. Maintenant, il a raison, il n'a pas raison. Ça, on ne dira pas que ça n'a pas abouti. Or, tel que c'est fait, je me dis quand même que ça va aboutir. La gendarmerie l'a convoqué pour qu'il vienne confirmer sa plainte. Je suis d'ailleurs étonné qu'on n'en soit qu'à cette étape-là. Moi, j'ai cru que quelque chose avait commencé alors qu'on a pris posé et puis combien de temps après on l'appelle juste pour venir confirmer qu'il maintient sa plainte. Donc, je me dis la gendarmerie doit faire le travail qu'il a à faire et puis transmettre à la juridiction voilà, compétente et qui va certainement enrôler le dossier et qu'on va assister éventuellement à un procès. Maintenant, si entre-temps on désactive ça d'une manière ou d'une autre, l'opinion est là pour apprécier. Sinon, personnellement, une telle plainte, je trouve que bon, il n'y a pas quelque chose à en dire. Voilà. Il s'est senti effectivement dans le devoir de saisir la justice. Donc, il l'a saisi. Et comme Bama l'a dit, c'est une bonne chose parce que très souvent, on a une tradition qui est là. On n'est pas d'accord avec quelque chose, on critique, on en parle. Vous voyez tout le temps qu'on a critiqué cette vidéo-là, mais personne ne se pose la question, quelle est la voie républicaine si on trouve que l'acte-là n'est pas normal. Et si la voie républicaine, je pense qu'entre autres, c'est justement saisir la justice. On saisit je ne sais quel tribunal, grand instant ou administratif, je ne sais pas de quel tribunal est compétent, mais il faut qu'une juridiction puisse nous dire si effectivement le ministre de la Défense, soit-il ministre de la Défense, sécurité pardon, oui. Peut se lever un soir, prendre une calache, se mettre en bandoulière avec gilet pare-balles et puis descendre dans un domicile de quelqu'un et puis menacer des gens, parce que ici, il faut le dire, le chef de file de l'opposition en personne a été directement ou indirectement menacé. Voilà. Et je trouve que ce n'était pas une bonne attitude que le ministre de la Sécurité soit avec une arme comme ça. Parce que qu'est-ce qui aurait pu se passer? Même en étant arrêté là-bas, même une fausse manœuvre, si cette arme-là tue quelqu'un, il ne faut pas qu'on vienne me dire que c'est homicide involontaire. Hein? Ce n'est pas possible. L'arme devrait être rangée là où elle doit être. Si quelqu'un quitte chez lui à la maison avec une arme,
pour descendre quelque part, menacer quelqu'un, quelque part, il y a quand même une intention. On s'est dit, en cas de cas, je pourrais faire usage de mon arme. Donc, dans pareille situation, si l'un se déclenche, même de façon involontaire, accidentelle, et tue quelqu'un, pour moi, moi, je n'accepterai pas le terme homicide involontaire. Oui, l'arme n'avait pas sa place là-bas. Alors, en tout cas, il y a des reproches. Hein. J'ai vu certaines publications, en tout cas d'hommes politiques, qui trouvent, entre griffes, hein, pas normal ou ridicule. Alors, cette plainte de Zéphirin Zabré, c'est... Voilà. Oui. Non, pas du tout, elle n'est pas ridicule. Mais venant d'hommes politiques, il ne peut pas dire autre chose que de jouer à ce jeu. Là, on rentre dans le jeu politique. Non, non, non. Je pense que la voie là, qui a été privilégiée, c'est la meilleure voie. Et en même temps, parce que la plainte aboutisse ou pas, il y a un aspect pédagogique dans cette affaire. Parce que ça, quand les Achilles, en son temps, avaient été débarqués, il y a une plainte qui avait été déposée. Il y a eu une valeur pédagogique pour que les uns et les autres se ressaisissent, même si cette plainte-là a été retirée. Celle-là également a une autre valeur pédagogique au-delà des aspects juridiques. C'est vrai que Simon, en tant que ministre, pour le moment, c'est la haute cour de justice qui doit être mise en branle et tout et tout. Bref. Mais en attendant, il y a un aspect pédagogique pour que les uns et les autres puissent effectivement se dire qu'avant de poser un geste en fonction de ma responsabilité, il y a un certain nombre de choses à faire. Lui-même, il avait dit face au Congolais qu'il n'a pas le droit de porter cette arme. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est bien d'avoir saisi la justice, ça permet d'encadrer un certain nombre, parce qu'il ne faut pas voir forcément l'aboutissement de la plainte et tout, mais qu'est-ce qu'on retient? Et en même temps, au plus haut niveau de l'État, on donne la démarche à suivre aux différents citoyens quand vous avez des difficultés comme ça, de ne pas chercher à régler les choses de vous-même, mais de saisir qui de droit. Donc je pense que le chemin est tout à fait normal et tout à fait indiqué à ce niveau-là. Aboutira pas ou aboutira, là vraiment, effectivement, on peut, parce que comme c'est des hommes politiques entre eux, naturellement, bon, on pourra aller dans le sens par rapport à ce commentaire-là. Mais on ne peut pas dénier à Zéphirin Zabré, en tant que citoyen burkinabé, et qui a également qui a une bonne part dans cette affaire-là, parce que, un, lui-même, il a été menacé, et deux, c'est dans le domicile d'un député qui a quitté le groupe parlementaire de Zéphirin Zabré avec 12 autres, et naturellement, comprenez le courroux, et ça également. Mais s'il a choisi cette option-là, moi, je pense que c'est la meilleure option qu'on conseille aux Burkinabés quand vous vous sentez lésé dans vos droits. On a une justice pour cela. Et je pense que c'est cette situation qui devait arriver. Et je m'étonne que, d'ailleurs, dans l'univers de la justice, est-ce que ces genres de dossiers, on ne pourrait pas s'auto-saisir, ne serait-ce que pour la valeur pédagogique? Je m'attends à ce que des juges courageux, parfois, s'assument par rapport à ces genres de questions, quoi qu'il en soit, qui sont très, très importantes pour nous dire, le ministre, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Est-ce que voilà. C'est ce que moi, je pense. D'accord. Alors, le dernier mot revient à Hyacinthe. Moi, je dirais qu'elle n'aboutira pas à cette plainte, soyons clairs, parce que c'est juste, comme l'a dit Bernard, sur le plan symbolique et pédagogique que Zéphirin le fait. Il le sait très bien dans les dispositions de la loi actuellement. Il faut une mise en accusation bonne due forme de Simon Compaoré devant l'Assemblée nationale. On connaît la composition de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir un débat. Donc, c'est véritablement comme... Parce que aussi, sans cette plainte, aujourd'hui, on ne parlerait plus de cette vidéo. Alors qu'il faut que les gens retiennent les leçons. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que tel. Et aussi, dans le fond, lorsque vous discutez avec des spécialistes du domaine, le ministre, dans ses attributions, a droit de porter le gilet et l'arme en question. Mais tout dépend du contexte. Il y a bien des contextes dans lesquels il a ce droit-là. Maintenant, le débat serait peut-être de savoir si le contexte dans lequel il a fait sied bien à ce qu'il a fait. Mais ça, c'est notre débat. Pour moi, lorsque Zéphirin engage cette action, c'est plus vraiment sur le plan symbolique et aussi pour qu'on ait ce débat-là, pour que la prochaine fois, lorsque la personne de Simon Compaoré elle-même aura à faire une sortie de ce genre, et puis ça va tenir la leçon. Donc je pense que c'est plus sur cette valeur pédagogique-là qu'il faut prendre cette plainte, plutôt qu'autre chose. Je ne pense pas qu'elle va aller plus loin que ce buzz médiatique qu'il y a eu, parce que je pense que c'est même Auguste Denis Barry n'a pas eu cette couverture médiatique lorsqu'il est allé à la gendarmerie de Paspanga. Oui, ça suscite une réaction de Woba. Non, oui, très rapidement. Justement qu'on allège la procédure judiciaire concernant les ministres, parce que justement, on voit tout de suite le dispositif qui va sauver Simon, c'est le passage forcé à l'Assemblée.
où il faut qu'il soit mis en accusation parce que on dira c'est une haute personnalité, c'est un ministre de la République. Mais c'est pourquoi c'est d'ailleurs une bonne chose que la prochaine constitution, elle doit être adoptée comme telle, qu'on supprime cette haute juridiction pour permettre à ce que vous êtes citoyen, voilà, que vous répondez. Voilà. Et puis en plus ici on se posera la question, est-ce que l'acte qu'il a posé, véritablement, parce que c'est lorsque le ministre pose un acte dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Voilà, c'est ça aussi. Vous pouvez être ministre et puis poser un acte en tant que citoyen. Voilà, il faut qu'on clarifie. Est-ce que Simon étant allé là-bas, véritablement, on dira qu'il était dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la Sécurité que de descendre dans la maison de quelqu'un et de proférer les menaces avec toute l'ambiance qu'on a vue. Voilà, ça peut être l'individu Simon, parce qu'on le connaît aussi comme tel. Quand il était maire, Simon, il est comme ça. Maintenant qu'il est ministre, il est toujours comme ça. Est-ce que c'est la personne Simon? Est-ce que c'est le ministre de la Sécurité? D'accord. Alors, on avait prévu de parler du Libéria avec l'élection de George Weah, donc comme président de ce pays, mais visiblement, on est pris par le temps. On ne pourra pas donc discuter de ce sujet. On espère que lors de son investiture, on va revenir donc sur la question. Donc, ce n'est que partie remise. Voilà, en tout cas, merci pour vos analyses pour ce premier numéro de débat de presse de l'année 2018. Merci à vous qui nous avez suivis. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Boukari Woba de Mutation, alors Ladji Bama de Le Reporter, alors avec Yacinthe Sanou de Omega FM et Bernard Bougouma de Watt FM. Merci de votre fidélité.